Dans la lumière tamisée d'un luxueux restaurant parisien, où les couverts étincelaient sous les reflets des chandeliers en cristal, la voix aiguë d'un petit garçon brisa l'ambiance feutrée. « Maman, c'est mon frère !» cria Théodore, 8 ans, le doigt tendu vers la vitre. Victoria Hartwell, brillante femme d'affaires réputée, s'étouffa presque avec son verre de vin millésimé lorsqu'elle entendit ces mots. Elle se tourna vivement vers la baie vitrée et son regard bleu s'arrêta net sur la silhouette famélique d'un garçon noir fouillant une poubelle juste à l'extérieur. « Ne dis pas de bêtises, mon chéri, » murmura-t-elle en tentant de ramener Théodore à table. « Tu n'as pas de frère, il n'y a que toi et moi, tu te souviens. » Mais l'enfant échappa à son étreinte et courut vers la porte du restaurant. Le cœur de Victoria se glaça. Elle se leva brusquement, le talon de ses escarpins claquant sur le marbre, et observa, pétrifiée, son fils courir droit vers ce gamin des rues qui, visiblement, n'avait guère plus d'1 an de plus que lui. « Hé, attends !» cria Théodore en s'approchant du garçon. « Toi, tu me ressembles. » L'enfant leva lentement le visage. Ce que Victoria vit alors lui coupa le souffle. Les mêmes yeux en amande. Le même nez fin. Et surtout, cette cicatrice presque invisible sur le sourcil gauche, exactement au même endroit que celle que Théodore portait depuis l'âge de 2 ans, suite à une chute au parc. « Je m'appelle Thomas, » dit le garçon, la voix rauque, comme si ses cordes vocales n'avaient pas servi depuis des jours. « Et toi ?» Victoria, paralysée sur le pas de la porte, sentit ses mains trembler. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas un hasard. Théodore Hartwell, répondit fièrement son fils en tendant une main sale vers l'enfant des rues. « Tu veux manger quelque chose ? Ma maman a plein d'argent. » Thomas jeta un œil derrière Théodore. Il aperçut Victoria, figée, pâle comme un linge. Il recula instinctivement. « Non merci. Je dois y aller, » murmura-t-il en ramassant un vieux sac à dos troué. « Attends, » insista Théodore. « Pourquoi tu as la même cicatrice que moi ? Regarde. » Il souleva sa frange pour lui montrer. Victoria crut que ses jambes allaient se dérober sous elle. Depuis 8 ans, elle élevait Théodore seule. Elle lui avait toujours dit que son père était mort dans un accident. Mais cette scène, ce garçon, cette ressemblance, cela raviva un souvenir qu'elle avait tenté d'enterrer depuis des années. 8 ans plus tôt, Victoria était hospitalisée, seule, enceinte et sans mari. Le docteur Richardson, médecin de la famille, lui avait dit que donner l'enfant en adoption serait la meilleure solution. Une mère célibataire, ce n'est pas bon pour votre réputation dans les affaires, lui avait-il conseillé d'un ton rassurant. Laissez-moi tout gérer. Il n'y aura aucune complication. Mais à la naissance de Théodore, Victoria avait changé d'avis. Elle voulait son bébé. Elle avait refusé de le laisser partir. Le docteur l'avait alors assuré que tout était sous contrôle, que rien ne sortirait. Retour au présent. Victoria observait Théodore discuter avec Thomas, qui souriait pour la première fois. Leur ressemblance devenait terrifiante. « Théodore, reviens ici, tout de suite », appela-t-elle d'une voix tremblante. Mais elle n'arrivait pas à détourner le regard. Il y avait quelque chose dans le regard de Thomas, dans sa manière de tenir la main de Théodore, qui éveilla en elle un instinct maternel brutal, ancien, viscéral. Comme si une partie d'elle, endormie depuis des années, venait de se réveiller. « Maman, Thomas n'a nulle part où dormir. Il peut venir avec nous ?» demanda Théodore en la rejoignant, tenant Thomas par la main. Victoria se pencha, observant ce garçon qu'elle n'avait jamais vu. Et pourtant elle reconnaissait chaque trait. « Comment t'es-tu fait cette cicatrice ?» demanda-t-elle, la voix à peine audible. Thomas toucha son sourcil. « Je suis tombé quand j'étais petit. La dame de l'orphelinat disait que j'avais environ 2 ans. » Le sol se déroba sous les pieds de Victoria. 2 ans. L'âge exact où Théodore s'était blessé. Victoria n'arrivait pas à détourner le regard des 2 garçons dans la voiture. Assis côte à côte à l'arrière, ils discutaient comme s'ils s'étaient toujours connus. Théodore riait, Thomas hochait la tête avec un sourire timide. L'air familier qu'ils dégageaient, leur façon identique de pencher la tête en réfléchissant, la même gestuelle, les mêmes éclats de rire. Tout cela lui glaçait le sang. Ses mains tremblaient sur le volant tandis qu'elle roulait vers leur luxueuse résidence dans un quartier sécurisé. Elle voulait croire que c'était un rêve. Ou un cauchemar. Mais c'était bien réel. « Thomas, » dit-elle d'une voix qu'elle força à rendre douce, « te souviens-tu de quelque chose avant l'orphelinat ?» Le garçon secoua la tête, concentré sur la petite voiture en plastique que Théodore lui avait confiée. « Ils m'ont trouvé dans une boîte, près d'un hôpital privé, » répondit-il. Sœur Margaret disait que quelqu'un de très riche ne voulait pas de moi. Le cœur de Victoria se serra. Un hôpital privé ? Celui où Théodore était né. Le même. Et soudain, une réminiscence enfouie ressurgit. Une nuit. Une voix dans le couloir. Des bruits d'enfants.
Elle se souvenait s'être réveillée brièvement après l'accouchement, encore sous sédation. Et elle avait entendu cette phrase. Le deuxième bébé a été transféré comme convenu. La famille adoptive l'attend. Cette nuit-là, après avoir installé les 2 enfants pour la nuit, Thomas dans la chambre d'amis, les yeux écarquillés devant son premier lit moelleux, Victoria grimpa au grenier. Elle y chercha une vieille boîte contenant les documents de sa grossesse. Les mains tremblantes, elle déterra les papiers jaunis. L'un d'eux attira son attention. Clinique privée Richardson, accouchement à 3h47. Mais un détail la frappa. Elle se souvenait distinctement avoir entendu 2 pleurs de bébé, bien après la naissance de Théodore. Elle avait même demandé, et le docteur avait répondu d'un ton rassurant. Simplement des échos dans le couloir. Des doutes qu'elle avait balayés à l'époque, mais qui prenaient aujourd'hui un tout autre sens. Le lendemain matin, Victoria appela la clinique. La secrétaire lui apprit que le docteur Richardson avait pris une retraite anticipée 2 ans après la naissance de Théodore. Il est parti brusquement, au milieu d'une enquête sur des irrégularités d'adoption. Victoria sentit un frisson lui parcourir l'échine. Une enquête sur des adoptions illégales. Elle ne perdit pas de temps. Ce jour même, elle engagea un détective privé. 48 heures plus tard, le rapport fut implacable. Le docteur Richardson était accusé d'avoir mis en place un système illégal extrêmement lucratif. Séparer des jumeaux à la naissance, sous sédation maternelle, falsifier les documents et vendre l'un des bébés à des familles riches, tout en laissant l'autre à la mère, sans qu'elle ne sache jamais qu'ils étaient 2. Victoria correspondait exactement au profil des cibles. Une femme brillante, célibataire, sans entourage proche. Le candidat idéal pour ce genre de manipulation. L'accouchement avait été orchestré avec précision. Rendez-vous privé, échographie discrète, données médicales falsifiées. Elle courut vomir dans la salle de bain. Son fils avait été vendu comme une marchandise. Et ce même fils avait survécu 8 ans dans la rue, pendant qu'elle le croyait inexistant. Les jours suivants, Thomas s'adaptait lentement à sa nouvelle vie. Il mangeait comme s'il allait manquer. Glissait des bouts de pain dans ses poches. Se réveillait plusieurs fois dans la nuit, paniqué, pour vérifier que le lit était bien réel. « Maman », demanda Théodore un matin, « pourquoi Thomas crie pendant ses cauchemars ?» Elle n'eut pas le cœur de lui répondre. Mais elle savait. Thomas avait dormi sous des ponts, mangé des restes, fui des adultes violents. Il avait survécu là où bien d'autres auraient cédé. Elle les retrouva un après-midi dans le jardin, jouant au tennis avec une vieille raquette. Thomas avait les mêmes réflexes, la même soif de compétition, la même concentration que Théodore. C'était saisissant. Et douloureux. Mais certaines choses trahissaient aussi son passé. Il baissait la tête quand un adulte s'approchait trop vite. Il se tenait toujours prêt à fuir. Ses mains, couvertes de cales, racontaient des années de survie. « Maman », dit Théodore en courant vers elle, « Thomas est mon frère. Pas vrai ? Je le sens. Comme s'il me manquait un morceau, et qu'il est revenu. » Victoria tomba à genoux. Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle les prit tous 2 dans ses bras. « Oui, mon amour. Vous êtes frères. Et quelqu'un de très cruel vous a séparés. »« Alors ?» demanda Thomas timidement, « ça veut dire que je n'aurai plus besoin de vivre dans la rue ?»« Jamais plus, » répondit Victoria, la voix vibrante d'une colère nouvelle. « Et celui qui t'a fait ça va payer. » Cette nuit-là, Victoria fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle pria. Mais ce n'était pas une prière de pardon, ni de compréhension. C'était une prière pour obtenir la force. La force de faire payer chaque instant de douleur. Chaque nuit d'angoisse. Chaque cri de Thomas dans son sommeil. Chaque seconde qu'elle avait passée à penser qu'il lui manquait quelque chose, sans jamais comprendre quoi. Elle n'était plus seulement une mère éplorée. Elle était devenue une chasseresse. Et sa cible, c'était le docteur Richardson. Elle contacta Sarah Chain, une avocate spécialisée dans les crimes contre les enfants. Une battante, réputée pour ne jamais perdre. Quand Victoria lui montra le rapport d'enquête, Sarah resta silencieuse de longues minutes. « C'est l'un des réseaux les plus sophistiqués que j'ai jamais vus », souffla-t-elle. « Mais on va devoir creuser bien plus loin. Il n'a pas fait ça tout seul. Et sûrement pas qu'une seule fois. »« Combien de temps vous faudra-t-il » demanda Victoria. « 6 mois. Peut-être 1 an. Mais je vous le promets, nous trouverons toutes les familles détruites par ce monstre. » Victoria hocha la tête. Elle savait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Thomas poursuivait lentement sa métamorphose. Il mangeait toujours trop vite et cachait de la nourriture. Il vérifiait toujours la présence de Théodore la nuit. Mais quelque chose avait changé. Il riait. Il parlait davantage. Il commençait à croire qu'il était en sécurité. Victoria les observait souvent depuis l'encadrement de la porte. 2 garçons, jumeaux, unis par un instinct que rien n'avait pu briser. Elle les voyait se protéger,
se comprendre d'un regard, et même se disputer avec une complicité qui ne s'invente pas. Et chaque geste d'affection entre eux ravivait en elle une fureur silencieuse. Richardson, quant à lui, menait une vie tranquille dans la banlieue de Chicago. Il avait changé d'identité, Robert Richardsonnet. Il travaillait désormais comme consultant médical dans des cliniques de fertilité privées. Ironie suprême, il donnait des conférences sur l'éthique médicale. Victoria avait déjà tout découvert. Son adresse, sa nouvelle identité, ses conférences publiques. Elle avait engagé un détective pour suivre ses moindres faits et gestes. Chaque photo, chaque contact, chaque déplacement était enregistré. Sarah et son équipe découvrirent que Richardson avait séparé au moins 12 paires de jumeaux au cours de 8 années. Des mères laissées avec un seul bébé. D'autres, comme Victoria, convaincues qu'elle n'en avait eu qu'un. On a retrouvé Jennifer Walsh, annonça Sarah. Elle a accouché de jumelles il y a 6 ans. On lui a dit qu'il n'y avait qu'un seul bébé. L'autre a été vendu à une riche famille dans le Connecticut. Elle est au courant. Oui. Et elle est furieuse. Elle veut témoigner. Et elle ne fut pas la seule. Michael Torres, Lisa Morrison. Un à un, les parents trompés réapparurent. Tous avaient la même histoire. Tous étaient prêts à témoigner. Puis Sarah révéla un détail troublant. Richardson veut vendre ses dossiers à un réalisateur de documentaires. Il compte monétiser son crime en racontant sa version des faits. Il veut faire un film? Sur ses propres horreurs? Oui. Et il va tout apporter à ce rendez-vous, dossiers originaux, photos, montants, tout. Victoria sentit un frisson glacial l'envahir. C'était l'opportunité parfaite. Et elle allait le faire tomber. Le rendez-vous fut fixé à un mardi de mai, dans un hôtel huppé du centre-ville. Le producteur s'appelait Johnson. En réalité, c'était un enquêteur engagé par Sarah Chin. Richardson arriva avec sa valise en cuir pleine à craquer. Détendu. Arrogant. J'espère que vous avez l'argent. Mes expériences valent chaque centime. J'ai hâte de découvrir votre version des faits, répondit Johnson en allumant un enregistreur dissimulé. À quelques mètres de là, 3 familles attendaient, assises discrètement dans le hall. Jennifer Walsh avec sa fille. Michael Torres avec son fils. Lisa Morrison avec son avocat. Vous avez dit qu'il s'agissait de cas particuliers? Demanda Johnson. Richardson ouvrit son dossier, presque fier. Oui. Des jumeaux, dans la plupart des cas. Des mères célibataires fortunées. Je gardais l'un, vendais l'autre. Combien de cas? 12. En 8 ans. J'ai fait environ 4,2 millions de dollars. À cet instant, Victoria apparut. Elle s'approcha calmement, les yeux plantés dans ceux de Richardson. Il blêmit. Sa mâchoire se figea. Victoria Hartwell, dit-elle en s'asseyant sans invitation. Ou préférez-vous la mère à qui vous avez volé un enfant? Il tenta de se lever. Mais l'enquêteur posa fermement une main sur son épaule. Asseyez-vous, docteur. Ce n'est pas encore fini. Thomas, viens ici, mon chéri. Le garçon apparut, s'approchant lentement. Richardson le fixa, paralysé. C'était l'enfant qu'il avait vendu. Celui qu'il croyait perdu dans l'anonymat. Et il était là. Tu te souviens de lui? Demanda Victoria. Le bébé que tu as vendu pour 280 000 dollars à une famille du Connecticut. Celui qu'ils ont jeté après la descente de police. Richardson déglutit. Il transpirait. Il cherchait une issue. Mais il n'y en avait plus. Sarah Chin s'approcha calmement. Dr Robert Richardson est de son vrai nom Robert Richardson. Vous êtes en état d'arrestation pour trafic d'enfants, falsification de documents et extorsion. Des agents fédéraux déguisés apparurent dans le hall, menottant Richardson. Sa valise fut saisie. Les familles se levèrent. Jennifer. Michael. Lisa. Il le fixait sans haine. Juste avec la froideur d'une justice rendue. Vous ne comprenez pas, cria-t-il. Je les aidais, ces familles. Non, répondit Victoria. Tu as détruit des vies. Et maintenant, c'est terminé. Lorsque les portes du tribunal se refermèrent derrière le docteur Richardson, un frisson parcourut l'échine de Victoria. Le monstre qui avait volé son fils et des dizaines d'autres allait enfin répondre de ses crimes. Pendant 2 ans, le procès fit la une des médias. On parlait désormais de l'affaire Hartwell comme d'un symbole de résilience maternelle et de justice sociale. Les 12 familles séparées furent réunies, les jumeaux arrachés à l'oubli. Richardson fut condamné à 35 ans de prison pour trafic d'enfants, extorsion, faux en écriture et abus de pouvoir médical. Mais ce n'était pas tout. Le juge prononça une peine exemplaire, confiscation de tous ses biens, qui furent redistribués aux familles victimes. Victoria investit une partie des 12 millions de dollars d'indemnisation qu'elle reçut pour fonder. Ruban commémoratif, la Fondation Thomas et Théodore,
une organisation dédiée à la défense des enfants oubliés, aux adoptions illégales et à la traque des réseaux médicaux corrompus. Son premier objectif fut législatif. Par chemin, le Hartwell Act, voté au Congrès, imposait désormais l'enregistrement systématique et filmé de chaque naissance dans toutes les cliniques privées du pays. 3 États adoptèrent immédiatement la réforme. 7 autres suivirent. Victoria devint une conférencière respectée, plaidant pour les droits des enfants et des mères. On l'invitait partout, Sénat, université, médias. Elle racontait sans haine mais avec puissance comment une injustice personnelle s'était transformée en combat collectif. Thomas et Théodore grandissaient désormais dans l'harmonie d'un foyer où la sécurité n'était plus un luxe. Ils fréquentaient la même école privée, partageaient la même chambre et, souvent, la même pensée. Un jour, Théodore arriva en courant. « Maman, Thomas a gagné la foire scientifique de l'école. Il va représenter l'État. » Victoria les serra tous deux contre elle, submergée par une fierté qu'aucun mot ne pouvait traduire. Thomas excellait en mathématiques, impressionnait ses professeurs et faisait preuve d'une rigueur hors norme héritée, sans doute, des années passées à survivre dans un monde hostile. Mais parfois, les blessures réapparaissaient. Des cauchemars, des silences, un regard lointain. « Maman » demanda Théodore un soir, « pourquoi Thomas cache encore de la nourriture sous son lit ?» Elle s'agenouilla et répondit simplement. « Parce qu'il apprend encore à croire que plus rien ne lui sera enlevé. » En prison, Richardson découvrit qu'un médecin ayant vendu des bébés ne bénéficiait d'aucune protection. Transféré 3 fois en 6 mois pour des raisons de sécurité, il vivait désormais dans un isolement total. Il recevait 200 lettres par semaine. Pas de soutien, mais des témoignages. Des parents, des enfants, tous victimes, tous survivants. Et ce fut là sa véritable condamnation, lire, chaque jour, les vies brisées qu'il avait créées. Il tenta de faire appel. En vain. Sarah Chin, inébranlable, s'assura que chaque tentative juridique soit écrasée par les faits et les enregistrements. Son ex-femme le quitta publiquement, prit sa maison et fit une donation à la Fondation Hartwell. Son nom fut rayé du registre médical national. Il n'était plus un médecin, juste un criminel. La Fondation Hartwell permit, en 2 ans, de coche épaisse blanche identifier 3 autres médecins corrompus. Coche épaisse blanche réunir 45 familles. Coche épaisse blanche libérer des enfants retenus dans des réseaux opaques. Thomas, désormais âgé de 10 ans, présenta un projet à la foire nationale. Graphique à barre, enfants disparus et oubliés, comment reconstruire des vies brisées. Je veux aider les enfants comme moi. Ceux qu'on a volés. Ceux qui pensent qu'ils ne comptent pas. Et Théodore fonda un club au sein de son école, un lit pour tous, pour collecter des fonds pour les orphelinats. Les élèves, d'abord méfiants envers le garçon de la rue, devinrent ses plus grands alliés. Thomas, grâce à son intelligence et sa gentillesse, devint l'un des élèves les plus admirés. Un jour, Victoria reçut une lettre. L'écriture tremblait. « Je suis désolé. Je n'avais jamais pensé aux conséquences. J'étais jeune, ambitieux, aveugle. Peut-être qu'un jour, vous me pardonnerez. R. Richardson. » Elle la déchira. Pas par haine, mais parce que le pardon n'était pas l'objectif. La justice l'était. Elle avait tourné la page. Lors d'une conférence, Victoria déclara « La meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui vous ont blessé. C'est de bâtir quelque chose de si beau, si fort, si juste, qu'ils n'existeront plus jamais dans votre histoire. » Et derrière elle, sur scène, Thomas et Théodore souriaient. Des frères. Des jumeaux. Une famille enfin complète. Un amour indestructible, forgé par le feu de l'injustice, mais trempé dans la lumière d'un espoir retrouvé.